Nous allons accueillir Simon Wasserbackl, qui est chargé des affaires internationales au Centre collaborateur de l'OMS à Lille, psychologue clinicien pour l'hôpital de Lille également, l'établissement public de santé mentale Lille Métropole, et qui va nous dire en quoi le programme Quality Rise est symbole d'espoir pour les personnes touchées par les troubles psychiques. À toi, Simon Wasserbackl. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Merci beaucoup, merci Madame Viato, merci Madame Richard, merci à l'UNEFAM pour cette invitation. Je tiens comme d'autres l'ont fait avant moi, à partager, à confirmer le plaisir d'intervenir sur un thème comme celui que vous avez choisi ce matin, celui de l'espoir. Je trouve que même si l'orientation, la première idée, c'est pour les personnes directement concernées ayant un problème de santé mentale, je pense que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Avec ma casquette de professionnel de santé, c'est important aussi. Je trouve que quand on travaille dans cette perspective-là, c'est tout de même quelque chose de particulièrement motivant. Ce terme de motivation, on l'a entendu aussi ce matin. Donc merci pour cette invitation pour parler du programme Quality Rate. Il y a un partenariat qui s'est noué depuis plusieurs années maintenant avec l'UNAFAM. Ça fait un moment qu'on discute de ce programme-là et même qu'on l'opérationnalise sur le terrain, et je vais en parler un petit peu, et puis Michel Lacan en parlera aussi après moi. Tout à l'heure, Franck Bellivier a parlé de la nécessité d'avoir des outils, et c'est vraiment comme ça qu'il faut regarder ce programme Quality Rate, donc qui est basé sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Je vais pas m'attarder longtemps sur cette convention, peut-être juste pour vous dire que je pense que c'est un outil qui mérite à être un petit peu mieux connu. Il est assez peu connu pour l'instant en France, que ce soit par les professionnels de santé ou par les personnes usagères, ni même par les aidants, pas toujours par les décideurs non plus. C'est un outil qui a une valeur supranationale, donc qui est censé prendre le pas même sur les législations nationales. Et à ce titre, la France a ratifié cette convention en 2010. Donc, elle s'est engagée à ce moment-là à mettre en conformité ces textes de loi avec les différents articles de la convention. Si vous parcourez cette convention, vous verrez qu'elle ne crée pas de droits nouveaux, elle ne fait que rappeler les droits qui existent pour tout citoyen. Mais elle met tout de même en avant une définition sociale du handicap, donc qui est sur l'interaction entre la personne et son environnement. C'est-à-dire que le handicap n'est pas uniquement porté par la personne, mais c'est bien l'interaction avec son environnement qui génère une situation de handicap. Ce qui est intéressant à garder en tête, puisque on peut se dire dès lors que si on agit également sur l'environnement, on peut diminuer, voire annuler la situation de handicap. Pour ce qui est d'essayer d'insister un peu sur cette notion d'espoir, vous voyez sur cette carte que en vert foncé, ce sont tous les pays qui ont ratifié la convention, donc qui se sont engagés à se mettre en conformité avec la convention. Donc on voit que c'est quand même un objectif partagé par la grande majorité des pays dans le monde, d'autant plus que cette convention, elle fixe des standards et des critères au niveau du respect des droits des personnes extrêmement élevés. C'est très ambitieux. Et c'est vrai qu'on peut souligner, il y a déjà eu des débats là-dessus sur la difficulté à atteindre un tel niveau d'exigence, mais je pense qu'il faut y voir encore une fois une opportunité. Donc c'est un espoir aussi de se dire il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas atteindre ces objectifs, si ce n'est que à la lecture de la convention, beaucoup de personnes nous ont interrogé quand on est allé sur le terrain sur on est d'accord avec ça, on est d'accord avec ces objectifs, mais on ne sait pas comment faire. Et c'est vraiment à cette question-là, je pense qu'il faut aussi pouvoir répondre avec les outils existants, dont le programme Quality Rate.
Donc, c'est un programme qui est porté par l'OMS, qui a été publié en 2012, après un long travail d'écriture qui a associé des équipes de l'OMS, évidemment, mais aussi des experts, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient usagers des services, qu'ils soient aidants. Il y a vraiment un réseau international qui s'est construit autour de ce programme. Et cette association des différents points de vue et des différentes perspectives se retrouve à tous les niveaux, depuis l'écriture du programme jusqu'à la mise en place, même à un niveau très local. On construit toujours des équipes projets où la triple perspective professionnelle, usager, aidant est toujours respectée, et c'est aussi un des intérêts, je crois, de ce programme Quality Right. Je m'attarde pas trop longtemps sur les objectifs, si ce n'est que globalement, l'idée c'est d'améliorer l'information sur la santé mentale de manière générale et sur les droits et l'orientation rétablissement en particulier, de pousser encore et toujours sur des services qui soient innovants, des services qui soient intégrés dans la communauté, donc avec cette orientation rétablissement ou ce qu'on appelle aussi la santé mentale communautaire, donc au plus près des lieux de vie des personnes. Un troisième objectif va être de donner des outils pour accompagner les établissements à se faire une idée sur leur niveau de respect des droits des personnes dans l'organisation de leurs services. Il va y avoir aussi un accompagnement de la société civile, donc du réseau associatif. Ce que je dis souvent, c'est qu'on a la chance en France, la preuve en est avec ce colloque de l'UNAFAM ce matin, d'avoir quand même un tissu associatif assez présent, assez diversifié. Ils font bien se dire que dans d'autres pays dans le monde, il n'y a aucune association, ni d'usagers, ni d'aidants. Donc, il y a cet objectif d'accompagnement à la création d'associations. Il y a d'ailleurs des modules de formation dédiés, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et enfin, le cinquième objectif, qui est le plus ambitieux, en tout cas le plus global, c'est l'accompagnement des États dans la réforme de leurs lois et de leur politique de santé mentale en conformité avec les différents outils internationaux. Et on voit bien, ça a été déjà évoqué ce matin, que c'est tout à fait d'actualité, et même en France. Encore une fois, pour vous donner un petit peu une perspective sur le développement au niveau international, cette carte montre un petit peu les endroits où il y a eu des initiatives sur le Quality Right, et encore chaque mois il y a des nouvelles initiatives. Donc je pense que la mise à jour cette carte serait encore plus chargée. Un des points qu'on souhaitait développer, donc parmi les 5 objectifs que j'ai présentés, c'est le troisième objectif. C'est vraiment la démarche de terrain, d'accompagnement d'équipes volontaires, donc dans des services de santé mentale, que ce soit des unités fermées, que ce soit des unités d'hospitalisation, ou ça peut être aussi à l'échelle d'un secteur ou d'un pôle entier, voire même parfois ça s'intègre dans une démarche d'établissement. L'idée, c'est d'aller utiliser un outil spécifique du programme Quality Right, qui s'appelle le Toolkit. Donc, c'est une boîte à outils qui permet à une équipe d'observateurs, encore une fois composée de professionnels. Parmi les professionnels, vous aurez psychiatres, psychologues, des membres de direction, des juristes, des chercheurs. Donc, on essaie vraiment de varier les regards toujours. Et donc, à côté des professionnels, dans l'équipe, il y aura toujours au moins une personne usagère ou ex-usagère des services et au moins une personne aidante. Sur le volet aidant, on travaille donc en partenariat avec l'UNAFAM. Donc c'est dans la grande majorité des observations qu'on a déjà pu mener, des bénévoles UNAFAM qui se joignent à nous. Les observateurs sont formés à l'utilisation des différents outils pour se déplacer dans une structure pendant 2 à 3 jours et réaliser des entretiens. Les entretiens, on les mène avec les personnes qui sont présentes, les personnes usagères qui sont présentes dans la structure, également avec des professionnels et aussi avec des aidants. Donc, c'est-à-dire que dans l'équipe, on a ce triptyque, mais dans la recherche d'informations, on va aussi le faire dans ces 3 directions.
L'idée, donc, c'est de suivre une méthodologie avec des entretiens, de l'observation sur place, de l'analyse de documents, pour évaluer 116 critères. Tout ça est soutenu par un ensemble de documents techniques. Encore une fois, il y aura les liens à la fin du PowerPoint et je pourrais vous les transmettre très facilement. Tous ces documents, en fait, viennent soutenir les observateurs, que ce soit pour rappeler les questions imposées, que ce soit pour rappeler ce qu'il faut penser à regarder à l'intérieur des unités où on mène l'observation. L'idée est bien que ce ne soient pas des outils qui soient limités à des professionnels de l'évaluation, au contraire, mais bien que tout un chacun puisse se saisir de ces documents et intégrer une équipe d'observation. Il y a 116 critères d'observation en tout. Bien entendu, on ne va pas tous les développer ce matin, mais je souhaitais quand même en partager quelques-uns avec vous pour que vous puissiez vous faire une idée des différents domaines d'observation et des différents types de critères d'observation. Sur le premier thème, les critères vont être surtout focalisés sur l'état matériel du bâtiment. Est-ce que les fenêtres se ferment? Est-ce que le chauffage marche? Est-ce qu'il y a de l'eau chaude? Est-ce que la literie est confortable? Donc c'est vrai que ça donne un focus plutôt sur les unités résidentielles ou les unités d'hospitalisation. Mais au-delà de l'aspect matériel des bâtiments, il va aussi y avoir des items qui vont porter sur les aspects organisationnels à l'intérieur de ces bâtiments. Par exemple, si je prends le premier item, donc le 1, 2, 3, stipule: les personnes usagères des services sont libres de décider de leurs heures de lever et de coucher. C'est une formulation assez simple, c'est une information qu'on va récupérer assez facilement, mais ça va souvent appeler beaucoup de réflexions et d'échanges, puisque dans certaines unités, il y a des heures qui rythment un petit peu la vie des personnes qui sont hospitalisés. Mais c'est aussi intéressant d'avoir, au-delà de l'aspect organisationnel, peut-être pratique, pour l'organisation des différents soins et des différents temps dans une journée, c'est aussi intéressant d'avoir le point de vue des professionnels sur les difficultés que les professionnels peuvent rencontrer dans l'application, sur les questions que ça peut poser aussi parfois, et surtout d'avoir un retour des personnes directement concernées sur le vécu qu'elles peuvent avoir de ces règles. Je reviendrai là-dessus avec un exemple un peu plus concret, mais si je prends le deuxième critère qui est listé ici, le 1, 4, 3, les personnes usagères des services peuvent porter leurs propres vêtements et chaussures le jour comme la nuit. Ça, c'est un item qui a déjà été beaucoup discuté, notamment par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées, et c'est vrai que maintenant, je trouve, en tout cas, qu'il y a des positionnements assez clairs. C'est-à-dire que, en tout cas, il n'y a pas de texte de loi qui justifie le fait qu'on puisse imposer à une personne de ne pas porter ses propres vêtements. Et quand on écoute, en tout cas, les témoignages et l'impact que ça peut avoir de devoir porter globalement un pyjama d'hôpital, et surtout les raisons qui motivent, en tout cas, le fait qu'on impose de porter ces vêtements, les témoignages sont très parlants. Et c'est dans ce cas-là toujours intéressant d'engager le dialogue avec les équipes de soins qui ont cette organisation-là, parce que souvent, finalement, le poids des habitudes est pour moi quelque chose de particulièrement sournois, puisque les habitudes font que une organisation peut perdurer pendant plusieurs années sans qu'elle soit nécessairement re-questionnée et sans que les avantages supposés de cette organisation-là ne soit évaluée non plus. C'est la question de l'évaluation, elle a été évoquée plusieurs fois ce matin, et ça me semble central, c'est-à-dire que si on pense que il y a un intérêt à imposer le fait de porter un pyjama d'hôpital à une personne, il faut l'évaluer. Et on a quand même aujourd'hui beaucoup de retours et de témoignages qui vont plutôt à l'encontre de ce postulat.
J'avance un petit peu, je prends par exemple le critère 2.3.1, si vous arrivez à suivre, il est à peu près au milieu de la diapositive. Les plans de rétablissement sont menés par la personne usagère des services, reflètent ses choix et préférences de soins, sont mis en place de manière effective, sont réévalués et actualisés régulièrement avec la personne usagère des services et un membre de l'équipe de soins. Je trouve que la notion de l'orientation rétablissement, c'est pareil, il faut qu'elle soit concrétisée dans les pratiques de soins. Et un outil sont ces fameux plans de rétablissement. Moi, je fais le lien très directement avec ce qui a été présenté comme outil dans la session juste avant, parce qu'on pourrait intégrer ces outils de plan de crise conjoint, de GPS, etc., à l'intérieur d'un plan de rétablissement. Et puis, en plus, on commence à avoir de la littérature, c'est-à-dire on commence à avoir des outils qui sont développés, qui sont évalués, qui sont disponibles comme celui qui a été présenté. En plus, on a la littérature pour justifier le fait que c'est efficace. Et en plus, ça permet également de répondre à un certain nombre d'exigences et de critères qui sont en faveur du respect des droits des personnes. Donc, encore une fois, moi, je trouve que ça cadre bien avec la thématique de ce matin et ça va même au-delà de l'espoir. Là, c'est de la traduction concrète de l'espoir. Il y a des critères aussi, si je prends l'avant-dernier sur cette liste, le 4.2.2, des alternatives à l'isolement et à la contention sont développées et les professionnels sont formés aux techniques de désescalade pour intervenir durant les crises et éviter tout préjudice aux usagers et aux professionnels. Donc, il y a l'orientation rétablissement, il y a clairement un positionnement de la Convention des Nations Unies vers un objectif de réduction massive des pratiques d'isolement-contention et de tendre vers l'objectif isolement zéro contention, tout en soulignant que si on fixe cet objectif-là et ce cap-là, il faut s'en donner les moyens. Et encore une fois, il existe des outils. Ça passe notamment par la formation des professionnels, bien entendu, par l'utilisation des outils comme les plans de rétablissement, par une réflexion sur l'organisation des soins à l'intérieur des services, voire de l'architecture des unités. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit bien comment ces différents critères, là, il y en a que 10 sur cette page, mais sont en relation. Et comment, de fait, les droits des personnes, du plus emblématique au droit peut-être le plus discret, par exemple, sur le fait de pouvoir choisir l'heure à laquelle on se lève ce matin, en fait, il n'y a pas de droits plus importants les uns que les autres. Peut-être certains sont plus visibles, certes, mais dans un parcours de soins, je suis réellement convaincu qu'ils sont tous en interrelation et que travailler sur l'un permet aussi de générer une dynamique positive pour d'autres types de droits. Je terminerai cette diapositive avec la dernière ligne, la 5.4.2. Les équipes de soins accompagnent les personnes usagères des services dans la participation aux activités sociales et de loisirs de leur choix. C'est important aussi puisque dans le programme, comme je le disais tout à l'heure, ça ne s'applique pas uniquement à la sphère hospitalière, bien au contraire. Il y a tout un thème qui est dédié à la manière dont les professionnels et les personnes usagères vont réfléchir l'intégration dans la cité, donc dans l'accès au travail, dans l'accès au logement, dans l'accès aux loisirs, dans l'accès aux formations, dans l'accès, voilà, tout ce qui fait la vie du quotidien et qui doit être de fait réinjecté dans les réflexions et dans les parcours de soins, même et surtout en hospitalisation, et surtout qu'il n'y ait pas de scission finalement entre un parcours d'hospitalisation et un parcours ambulatoire, vraiment de revenir sur un parcours de soins et en fait même être plus ambitieux que ça, avoir comme cap principal le projet de vie des personnes. J'avance un petit peu peut-être pour vous donner un visuel de ce que la cotation des critères peut donner. En vert, ça veut dire que tout va bien. En bleu, que la situation est plutôt positive. En orange, qu'il y a des points d'attention. Et en rouge, qu'il y a vraiment une problématique qui est émergée. Si on prend l'exemple du critère 1, 2, 3 qui ressort en rouge sur ce tableau, c'est la question des heures de lever et de coucher. C'est un exemple que je prends souvent parce qu'il est très parlant.
Et pour vous illustrer le fait que le respect des droits des personnes et le respect des différents types de droits sont tous en lien. On était dans une unité tout à fait moderne, sur 2 niveaux, avec des professionnels qui étaient extrêmement heureux ils venaient de rentrer dans les murs de cette nouvelle unité, qui faisait suite à une unité beaucoup plus ancienne. Donc, ils étaient très, très heureux et très fiers de nous présenter leur unité. Et en fait, quand on a évalué la possibilité pour les personnes hospitalisées de choisir leurs heures de lever et de coucher, il s'est avéré qu'on nous a expliqué que la structure étant sur 2 niveaux, il n'y avait pas assez de personnel pour être présent en même temps sur les 2 niveaux. Donc en fait, chaque jour, il y avait un phénomène de transhumance, c'est-à-dire que tout le monde devait se lever à la même heure, descendre au rez-de-chaussée, s'aligner dans le couloir pour prendre le traitement, et à ce moment-là, on ouvrait la porte pour l'accès au petit déjeuner. Donc là, on voit bien que pour des raisons organisationnelles, il y a tout un ensemble de règles qui s'instaurent comme ça, avec un effet domino et un ensemble de droits qui deviennent problématiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lever à l'heure que l'on souhaite, mais on ne peut pas se coucher non plus à l'heure que l'on souhaite parce qu'il faut que tout le monde remonte. Donc on ne peut pas forcément finir le film ou le match de foot avec des prolongations. C'est d'actualité en ce moment. Et en fait, ça génère forcément des tensions, ça génère des incompréhensions. Qui se répercutent en tout cas sur le quotidien. Voilà, je voulais illustrer ce propos-là. J'avance un petit peu et je voulais vous montrer aussi ce que peuvent donner en représentation visuelle encore à nouveau des situations dans différents établissements. Donc là, vous avez pour les mêmes critères 3 établissements différents et vous voyez que ce sont 3 établissements français. En France, si on part du tableau le plus bas avec la situation la plus mitigée, disons, il y a quand même des évolutions possibles et en tout cas dans un contexte qui est celui de l'organisation des soins en France, on peut tendre vers le tableau du haut avec tout de même une situation qui est décrite de manière assez positive. Le fameux thème 5, c'est celui de l'ouverture vers la cité, formation, logement, droit, loisirs, etc. Et encore une fois, là, ce sont 2 établissements français, avec un établissement qui a complètement intégré la notion du parcours de vie et du projet de vie des personnes, versus un établissement qui ne l'a pas encore fait. Mais encore une fois, pour moi, cette image-là témoigne bien de la possibilité de l'appropriation aussi par les équipes de soins des services de santé mentale de ces thématiques comme des thématiques essentielles dans les parcours de soins. Et ça montre que c'est possible. En complément de ce processus d'évaluation du respect des droits dans les services, qui est vraiment un processus volontaire, puisque en France, vous le savez, il y a suffisamment d'organismes de contrôle. Donc nous, on travaille uniquement avec des établissements volontaires qui font appel à nous pour évaluer leurs pratiques et pour être accompagnés dans leur évolution organisationnelle. Donc il y a cette méthodologie d'observation qu'on déploie depuis plusieurs années. Et il y a aussi, et c'est absolument indispensable, des modules de formation qui reprennent toutes les thématiques qu'on a abordées finalement ce matin. La question des droits de manière générale, la question des droits appliqués dans les services de santé mentale, la capacité juridique, le droit à la prise de décision, l'orientation à l'établissement, les pratiques alternatives à l'isolement et à la contention, le soutien à la prise de décision et les choix anticipés. Donc, ça rejoint la question des directives anticipées qui étaient en psychiatrie, qui étaient présentées auparavant. Et également des modules un peu plus spécialisés sur le soutien par les pairs, sur le plaidoyer pour la santé mentale, sur la place des organisations et des associations. Donc tout ça sont des modules qui sont en cours de traduction, qui ont été publiés il y a quelques mois par l'OMS et qui seront disponibles au plus tard à l'automne en français, qui seront libres d'accès et que sont des modules qui sont intéressants et sur lesquels je pense vous pourrez vous appuyer selon les thématiques qui vous intéressent.
En plus de ça, également à la rentrée, il y aura une plateforme de e-training, donc de formation individuelle, à laquelle vous pourrez accéder aussi librement, qui est également en cours de traduction. Ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas, ce sont aussi des outils qui pourront être utilisés par tout un chacun de manière très flexible. Donc, en résumé, cette fameuse Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, elle est assez peu connue. Je pense qu'elle gagnerait à être encore un petit peu plus connue. Elle rappelle un certain nombre de droits et elle engage les États à se mettre en conformité pour le respect de ces droits, mais elle ne propose pas de mode d'emploi concret. Pour justement concrétiser ces objectifs ambitieux, je crois qu'il faut se baser sur des outils. Et plusieurs ont été présentés ce matin. Le programme Quality Rights en est un. Et donc, c'est cette participation volontaire des établissements aux mécanismes d'observation et la constitution des équipes d'observateurs, comme j'ai pu vous la décrire rapidement. Je crois que ça crée réellement un levier de changement. On a pu s'en rendre compte sur le terrain et je pense que Michel Lacan va le développer juste après moi. Je reviens rapidement sur 2 points qui sont extrêmement importants. C'est que nous continuons à former des observateurs pour ce programme, des professionnels, des personnes usagères et des aidants. Il suffit de nous contacter et on a tout un petit protocole où on pourra vous expliquer ça. Et c'est aussi possible pour les établissements de solliciter une observation et on a aussi tout un protocole d'accompagnement des établissements qui souhaiteraient le faire. Si vous souhaitez passer un peu plus de temps et bénéficier de plus de détails, nous avons réalisé un webinaire déjà en partenariat avec l'UNAFAM à la fin du mois de mai. Vous avez le lien qui s'affiche là. On pourra le remettre peut-être aussi également dans la discussion pour que vous puissiez l'enregistrer. Voilà, vous avez mes coordonnées qui s'affichent là. N'hésitez pas à nous contacter. Et Jocelyne, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Simon Verserbach.